Elle pensait vivre un moment inoubliable. Elle s'est réveillée tétraplégique. Le 12 mars, sous le soleil éclatant de Costa Rica, Virginie vivait une vie active, sportive et pleine d'ambition. Ce jour-là, elle se lance sur les vagues pour la première fois, confiante dans son corps et ses capacités. Mais à 16h47, tout bascule. Une chute violente, un bruit sourd, et soudain, plus rien. Plus de mouvement, plus de respiration, plus de contrôle. Elle se noie, puis perd connaissance. Transportée d'urgence à l'hôpital, l'horreur s'intensifie à chaque minute. Les médecins confirment l'impensable. Tétraplégie. Virginie se retrouve immobile, prisonnière de son propre corps, incapable de bouger, de respirer seule. Elle doit désormais être assistée. Submergée par l'injustice de ce qu'elle vient de vivre, elle se débat avec la douleur, le vide et la perte totale d'autonomie. Comment a-t-elle redonné un sens à sa vie après cette tragédie? Aujourd'hui, elle nous raconte ce parcours de survie. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans StoryCube. La planche a tapé dans mon cou, je pouvais plus du tout bouger. Et là, les membres ne répondaient plus. Et là, je me suis noyée. On annonce le diagnostic, tétraplégie complète avec aide respiratoire à vie. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Virginie. Elle a été victime d'un accident de surf qui a changé sa vie à tout jamais. Virginie, bonjour. Salut Noah. Avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, tu peux nous parler un peu de ta vie avant? Ouais, bien sûr. En fait, moi, je suis originaire d'une petite ville à côté de Nice. Et pour mes études, je suis venue à Paris il y a quelques années, c'était en 2007 déjà. Et en fait, donc pour étudier dans l'univers du luxe qui m'a toujours passionnée. Et donc j'ai commencé à faire des stages et donc à avoir plusieurs postes dans ce domaine-là, notamment en horlogerie et joaillerie parce que je suis une folle de montres. Et en fait, au bout d'une dizaine d'années dans ces secteurs, je me trouvais un peu trop matérialiste et puis c'est un milieu qui peut être un peu superficiel. Donc au bout d'un moment, moi j'étais tout le temps attirée par tu vois, dès que je voyais quelqu'un, je le checkais de la tête aux pieds pour voir s'il avait le dernier sac, la dernière montre, les derniers bijoux, machin. Et à un moment, je me suis dit stop, c'est trop, j'arrête. Et moi, je collectionnais aussi énormément de pièces de luxe. Et j'ai eu besoin vraiment d'une rupture. Ouais. Et au bout de 10 ans dans ce secteur-là, je me suis dit go, je pars à l'autre bout du monde, je quitte tout. Et donc, j'ai pris un congé sabbatique de 6 mois. Okay, ouais. J'avais 31 ans. Et donc, voilà, je suis partie à l'autre bout du monde en sac à dos, toute seule en Amérique du Sud. Pour aller notamment faire du surf et d'autres trucs Bon, c'était pas du tout prévu. Ouais, ok. Mais ouais, le but, c'était vraiment de partir dans une optique plus authentique, d'aller d'auberge en auberge. Ouais. Et voilà, d'aller... Et de te reconnecter un peu. Ouais, exactement. Il commence comment, ce voyage Il commence comment J'ai commencé par Rio. Je savais à peu près l'itinéraire que je voulais, mais j'avais booké que 2 soirs dans une auberge à Rio. Ouais. Et donc, après, c'était full improvisation. Ouais, exactement. Et en fait, ça s'est fait un peu au fil des rencontres. Parce qu'en auberge, tu vas rencontrer des gens qui vont te dire bah, viens avec nous, on va à tel endroit, telle ville. Et puis, c'est un peu comme ça que se fait ton itinéraire. Et c'était complètement chouette. Enfin, le premier jour, ça a été compliqué. Parce que, en fait, pour la transition, je m'étais dit bah, je prends un hôtel tranquille, comme ça me fait une bonne transition et pour m'adapter. Et en fait, erreur, parce que dans un hôtel, bah, tu rencontres absolument personne. Ouais, bah t'es toute seule à l'autre bout du monde, donc c'est pas le bon plan. Et le deuxième soir, je suis arrivée à l'auberge et là, j'ai commencé à rencontrer plein de gens, des Argentins, des Brésiliens. Et là, c'était le début de l'aventure. Et ça se passe bien, tu commences un peu à voyager, tu vas où après bah, j'ai fait tous les pays, j'ai fait Brésil, Uruguay, Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, Colombie, Panama et Costa Rica. Okay. Je devais terminer au Mexique, qui est vraiment mon pays de cœur, mais du coup, je me suis arrêtée un peu plus tôt. C'était un rêve d'aller là-bas, ou juste une aventure, ou juste... Au Costa Rica, je connaissais déjà, parce que en école, j'étais allée au Mexique, j'avais fait un Erasmus là-bas, et j'avais des amis qui étaient au Costa Rica, donc j'étais déjà allée. Donc là, je suis retournée voir un ami, et j'avais loué une voiture, et toute seule, et j'ai fait le tour vraiment du pays. Et pour voir des villes que j'avais pas vues, donc c'était un rêve, enfin je connaissais déjà, mais oui, ça faisait partie de mon itinéraire, donc c'était chouette d'y retourner, quoi. Tu devais rester combien de temps là-bas à peu près En fait, j'avais jamais de durée précédente, parce que typiquement le Brésil, je devais rester une semaine, je suis restée 1 mois. Le Pérou, pareil, je devais rester 10 jours, je suis restée 3 semaines. Enfin, c'est au fil des rencontres, et en fait,
si une destination me plaisait, bah, je restais. Ouais, Voilà. incroyable. Mais là, ouais, c'était un peu plus court que prévu, quoi. T'arrives donc au Costa Rica, t'as envie peut-être un peu d'aventure et tu prends des cours de surf ou un truc comme ça. Ouais, C'est alors quoi en la fait, suite le Costa Rica est réputé pour le surf. C'est vraiment le sport national. Donc moi, quand j'arrive à l'auberge, c'était sur la côte pacifique, dans la ville de Tamarindo, et qui était très réputée pour ce sport-là. Et donc quand j'arrive à l'auberge, je vois qu'ils donnent des cours. Donc je m'inscris pour le lendemain. T'en as déjà pris des cours Non, jamais. C'était le premier cours de ma vie. Et je me suis dit, bah, why not? J'avais fait plein d'autres pays de sport un peu extrême. Et je me suis dit, bon, bah, why not? C'est l'occasion. Et donc, j'ai pris un cours le lendemain. Je me rappelle, c'était de 10 à 12 sur une plage. Et en fait, il se trouve que j'étais toute seule avec le prof. Il n'y avait pas d'autres inscrits, donc c'était un peu comme un cours particulier. Et on a commencé par des bases. En fait, il m'a appris vraiment les rudiments au sol, sur la plage. Et ensuite, on a attaqué dans la mer, quoi. Comment ça se passe? Et donc on s'éloigne pas mal du bord, on va assez loin de mémoire. Et on fait une vague, 2 vagues sur lesquelles j'arrive à monter et où tout se passe bien. Elles ressemblent à quoi les vagues? Moi qui suis niçoise et la région n'est pas forcément réputée pour avoir de très grosses vagues, Ouais. celle du Costa Rica était bien plus Elles font bien quoi? plus Elles forte. font 1 mètre de haut? Elles font moins, plus? Elles sont... Je sais pas. Honnêtement, T'inquiète. je sais plus du tout. Et en fait, il se trouve que la 3e vague a été apparemment peut-être plus forte, ou moi je me suis mal positionnée. Je sais plus, mais en fait, donc le prof me donnait une impulsion. J'étais à plat ventre sur la planche. Donc Et t'es à plat ventre sur la Ouais, planche, t'es le à prof plat il est où? Il ventre. est derrière toi? Il est derrière et il te donne l'impulsion, il te dit go quand tu Il dois est dans monter. l'eau lui ou il est... Ouais, il est dans l'eau, sans Ok, planche. ouais. Et il me donne l'impulsion de monter sur la planche quand la vague arrive. Ok, ouais, parce que tu te mets comme ça au sol pour ceux juste qui ont Ouais, pas forcément pris oui, de c'est cours ça. de surf, c'est ça, t'es un peu entre les deux. T'es à plat ventre, Et dès que tu vois que la... tac, tu montes, tu Ouais, sautes. Et je crois que j'ai la ref. je pourrais pas te le refaire. Non, Mais, bien sûr. Mais ouais, ok, je vois totalement. Donc t'es un peu entre comme ça, et dès que tu vois la vague qui arrive, t'essaies de te mettre comme ça sur la Ouais. planche pour driver un peu comme ça sur la Exactement, vague. et lui il me donne l'impact pour me dire pour m'indiquer le bon moment. Ouais, ok. Et en fait, il se trouve que quelques mètres plus loin, je tombe. La vague était peut-être trop forte. Quand tu Et- tombes, c'est-à-dire tu... Je glisse de ma planche, ça j'ai pas le souvenir. Et en fait, ce dont je me souviens, c'est que la planche a tapé dans mon cou, qui a propulsé donc ma tête au fond de l'eau. Et il se trouve que j'étais assez proche de la plage, donc il y avait très peu de profondeur. Et ma tête a tapé, et ça fait en fait, quand t'as peu de profondeur, ça fait un peu l'effet d'un mur de béton. Et là, il se trouve que mes cervicales ont été fracturées et sont venues toucher la moelle épinière. Donc voilà, il faut savoir qu'on a 7 cervicales et que j'en ai 6 sur 7 qui ont été fracturées et que la moelle épinière a été touchée de très très haute au niveau C1, C2. Donc en général, c'est fatal. Mais donc voilà, et en fait, il se trouve que je pouvais plus du tout bouger. Je pouvais plus du tout me débattre parce qu'en fait, ce que je savais pas, c'est que quand on touche la moelle épinière, ça impacte le message nerveux qui va venir entre le cerveau et les membres. Et là, les membres ne répondaient plus. Et là, je me suis noyée. Voilà. Donc t'es sous l'eau, la tête à l'envers quasiment et... Non, j'ai la tête, je me rappelle avoir la tête droite et d'essayer de me débattre, mais je pouvais pas. Et du coup, j'étais complètement consciente. Et Je me suis noyée. t'arrives pas à bouger du coup? Ou Non. c'est- Complètement paralysée. Non. Tu te dis quoi à ce moment-là toi? Là, j'ai paniqué, forcément. Ouais. Et je me suis assez vite noyée, donc j'ai pas trop réfléchi. Et quand tu dis que t'arrives pas à bouger, c'est-à-dire que t'essaies de te débattre comme ça, mais ton corps ne répond pas ou... Le corps répond pas parce que ce que je savais pas, c'est que voilà, quand t'as la moelle épinière touchée, ça vient impacter ce message nerveux qui passe du coup entre le cerveau et les membres, quoi. Attends, c'est dingue. Finalement, il y a rien qui bouge, quoi. T'es juste dans l'eau comme ça. Et ton prof, peut-être qu'il voit la scène. Lui, il était loin. T'étais à il combien de était mètres de loin lui, à dans peu l'eau. près Je sais pas, mais en fait, il se trouve par chance qu'il y a eu
des touristes qui ont vu la scène, qui étaient sur la plage, et qui ont vu le prof qui était très loin, qui m'ont dit après coup que les vagues étaient assez fortes et que le prof avait été un peu inconscient de m'emmener si loin pour une débutante, et surtout de ne pas rester à côté de moi. Et en fait, il se trouve que c'est un médecin américain qui était un touriste sur la plage, qui a vu la scène et qui est venu me sortir de l'eau, et qui m'a fait les premiers soins. Donc quelqu'un Qui m'a complètement t'a sauvée, quoi. vu, en fait, et a plongé dans l'eau pour aller te récupérer, quoi. Et le Lui prof, et notre- il l'a même pas vu, enfin, il l'a pas... Bah si, mais il était loin, Ouais, en il est à fait. 50 mètres, quoi. Le temps qu'il arrive, Ouais. donc c'est vraiment le médecin qui m'a sorti de l'eau, quoi. Et donc il te sort de l'eau, il te fait les premiers soins, toi t'es inconsciente à ce En moment-là, fait, t'es il me consciente, fait les c'est- premiers soins, mais je respire toujours pas. Et donc ils appellent les secours. Et c'est au bout de 10-15 minutes, une fois qu'on m'a intubée, que j'ai pu respirer. Donc je suis restée longtemps sans respirer parce qu'en fait, mes poumons étaient gorgés d'eau salée. Ouais. Et donc ça m'a fait une grosse infection aussi. Et donc voilà, il a fallu attendre les secours pour Donc t'es resté pour me combien de temps prendre en charge. quasiment sans pouvoir respirer un peu près 10-15 minutes. Ouais, à peu 10-15 près. minutes sans respirer. On sait au bout de combien de temps, En général, quand ton cerveau et ton corps n'est pas oxygéné, tu peux avoir quand même des sacrées lésions cérébrales, mais bon, ça n'a pas été mon cas heureusement. Mais j'ai pas trop de notion de durée. toi t'es inconsciente durant le moment où tu respires pas ou... Ouais, oui, là, je m'étais noyée, j'étais complètement inconsciente, quoi. Et tu te réveilles 15 minutes après ou tu te réveilles plus tard En fait, je pense que j'ai repris connaissance, mais moi je me souviens pas du tout. Ouais. En fait, je sais que j'ai été prise en charge, emmenée dans plusieurs hôpitaux, et j'ai repris conscience 24 heures, 48 heures après, quand j'ai été rapatriée à la clinique en fait de San José, qui est la capitale du Costa Rica, et là où j'ai été vraiment prise en charge. Donc tu te réveilles dans l'hôpital, t'es seule quand tu te réveilles? Il y a des gens autour de toi? J'avais donc un ami qui habite au Costa Rica qui était là, et quelques visages familiers qui avaient fait le déplacement. Et donc là, je me suis dit, il se passe quelque chose de grave parce que je suis à l'autre bout du monde toute seule, et il n'y a pas de raison que mes proches soient là, quoi. Ouais. Ils avaient été appelés par l'ambassade de France, le consulat, je ne sais plus, au Costa Rica, et ils ont pu venir sur place, quoi. T'ouvres les yeux, tu vois quoi? Et des infirmières, des médecins, le plafond, parce que j'étais complètement alitée et je pouvais plus du tout ni bouger, ni respirer, ni parler, parce qu'en fait, j'avais une trachéotomie. Donc, trachéotomie, en fait, c'est un trou au niveau de la gorge qui permet de faire passer un tube pour oxygéner de façon artificielle avec un appareil une personne, parce que mes poumons ne fonctionnaient plus. Donc je pouvais plus du tout parler et ni manger. Donc ni rien, finalement tu te réveilles mais tu vois juste le je vois plafond, le et plafond, t'espères que quelqu'un... Ouais, j'étais quand même un peu dans les vapes encore. J'étais bien sédatée par rapport aux douleurs aussi. Tu peux même pas bouger ta tête, ton cou, regarder à droite à gauche? Non, le cou était fracturé, donc je pouvais plus du tout le bouger. Et en fait, ce qu'on a fait pour que les cervicales consolinent, pour que la moelle épinière puisse respirer, en fait, que l'hématome puisse se résorber, c'est qu'on m'a posé un halo crânien. Donc j'avais 4 vis dans le crâne, reliées à un corset, pour permettre aux cervicales de consolider, et ce pendant 3 mois. Donc t'avais Donc c'était sport, quoi. C'est clair. T'avais 4 vis dans le crâne, relié à un corset pendant 3 mois. Ouais, assez horrible. Côté douleur, surtout que pendant 3 mois, j'étais alitée, donc j'étais littéralement sur les vis, quoi. Avec la trachéotomie aussi pendant 5 mois que j'ai eu. Les médecins arrivent et ils t'annoncent quelque chose? En fait, on m'annonce rien à moi. On dit à mes proches, on annonce le diagnostic qui est pas très joyeux, c'est tétraplégie complète avec aide respiratoire à vie. Donc tétraplégie complète, c'est tout simplement seulement la tête qui bouge, un peu comme dans Intouchable. Donc forcément, c'est panique auprès de mes proches. Mais moi, on me parle pas du tout de
ni de handicap, ni de paralysie, ni de tétraplégie. Ok, ouais. J'ai aucun de ces mots-là. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que je me rappelle de tout et je vois que je bouge rien. Mais j'ai pas... je panique pas plus que ça, parce que pour moi, je vais guérir. Ouais. Donc, voilà. On commence à te mettre du coup toutes ces j'allais dire toutes ces machines, mais bref, tous ces Ouais, systèmes c'est ça. autour de toi. C'est au bout de combien de temps que tu commences à réaliser que c'est peut-être plus grave ce que tu penses ou... En fait, je suis restée pendant 8 jours au Costa Rica, après on m'a rapatriée. Et pour moi, le fait de rentrer en France, je sais pas, dans ma tête, c'était synonyme de guérison. Je me suis dit, je vais guérir en rentrant. Et en fait, pas du tout. Donc j'ai été affrétée par un jet médicalisé avec ma sœur qui était là. Ouais. Et en fait, en rentrant, j'ai été rapatriée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, donc à Paris. Et en fait, je voyais bien que c'était pareil, que je bougeais rien, que je pouvais pas parler, je pouvais rien faire. Ouais. Et donc là, j'ai commencé à comprendre que ça allait être un peu plus sérieux et long que je l'espérais, quoi. Il se passe quoi dans les mois qui suivent ou dans les semaines qui suivent? Alors, dans les semaines qui suivent, déjà, moi, je me pose 1000 questions. Parce que quand tu passes d'une autonomie complète à l'autre bout du monde à une dépendance totale, parce que je ne pouvais absolument rien faire, tu te demandes ce que tu vas devenir, en fait. Parce qu'on est toujours... on a toujours tendance à faire plein de plans en se disant je veux tel job, je veux faire ça, je veux faire tel sport, etc. Et en fait, il se trouve que la vie, c'est elle qui a plus d'imagination et que c'est elle qui décide. Et donc là, je me pose beaucoup de questions. Mais aussi, il y a quand même des signaux assez positifs qui donnent de l'espoir. C'est que je commence à bouger les orteils, les mains, les doigts. Et donc en fait, si je bouge les orteils, ça veut dire que l'influx nerveux, la commande nerveuse passe quand même dans tout le corps, donc c'est quand même positif. Ouais. Donc là, je commence à récupérer petit à petit. Quand tu récupères petit à petit, est-ce que tu arrives à communiquer avec tes proches ou est-ce que tu parles? En fait, comment ça se passe en fait, cette communication? Quand tu es intubé, du coup, tu n'as pas d'air qui passe dans tes cordes vocales, donc tu peux pas du tout parler. Donc on lisait sur mes lèvres. Donc ultra frustrant parce que déjà, tu peux pas bouger, tu peux pas... Et même parfois, j'avais besoin de me faire comprendre quand j'avais besoin de quelque chose. Ouais. J'en sais rien, quand t'as le nez qui me gratte, quand t'as un cil dans l'œil, comment tu faisais que tu dans peux ce rien cas-là? faire. Je m'énervais, mais toute seule, parce que personne ne me comprenait. Ouais. Et j'appelais comme je pouvais, mais on lisait sur mes lèvres, quoi. Okay. Ceux qui arrivaient pas, c'était compliqué. Tu disais que petit à petit, il y avait les orteils que tu récupérais. Ouais, voilà, petit à petit, et puis le corps devenait quand même assez encourageant. Parce qu'au départ, on me disait que je ne remarcherais plus, qu'on a posé ces mots de fauteuil roulant et de handicap assez rapidement, finalement. Et là, c'est quand même c'est assez brutal parce qu'on ne s'imagine pas vivre en fauteuil roulant, en fait. Ouais. Donc c'est plus ça qui a été un choc pour moi. Mais après, j'étais quand même assez rassurée parce que je voyais que je récupérais petit à petit. Niveau moteur, côté respiration, ça s'améliorait petit à petit, même si c'était hyper... ne pas bouger, c'est quand même terrible, mais ne pas respirer, c'est sport. Ouais. C'est vraiment, je pense, la pire des sensations. Comment on s'occupe comme ça quand on reste des mois juste bloqué? Là, je suis restée 2 mois alitée comme ça, je regardais des séries, quoi. Mais du coup, ils te mettent une télé devant toi ou Ouais, j'avais une tablette et j'enchaînais des films. Ouais. Mais tu t'ennuies, quoi. Ouais, tu t'ennuies vraiment. T'as regardé quoi comme truc, tu t'en souviens? J'ai regardé tellement de films, je me rappelle même pas. Ouais. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Après, j'ai été dans un centre de rééducation à Garches, dans un service de réanimation de rééducation post-réanimation. Et là, on m'a réappris, on m'a sevré de l'aide respiratoire. On m'a même réappris à m'asseoir, le maintien dans un fauteuil. Et on m'a même réappris à marcher, ce qui était assez... c'était inespéré, j'étais censée ne pas dépasser 24 heures. Ouais. Et là, je pouvais remarcher. Donc là, je peux effectivement marcher dans des barres parallèles, donc ça donnait beaucoup d'espoir. Et après, j'ai fait 1 an et demi de rééducation à l'hôpital des Invalides. Et comment tu l'as vécu psychologiquement C'était long, c'était très dur, mais petit à petit, je voyais quand même un peu la lueur au bout du tunnel parce que je voyais que je récupérais. Et puis,
Après, une fois que j'avais plus du tout ce matériel-là, c'était un peu le Club Med de ma rééducation aux Invalides, parce que c'était que de la kiné, du sport, et puis réapprendre aussi l'autonomie, parce que c'est bien beau de marcher dans les bars parallèles, mais si tu peux pas t'habiller, pas te brosser les dents, enfin voilà, il faut apprendre tous les gestes comme un enfant. Tu réapprends tout, scroller ton téléphone aussi, parce que je pouvais plus bouger, donc voilà. Voilà, petit à petit, mais il se trouve que mon bras droit n'a pas récupéré, et aujourd'hui j'ai besoin d'aide. Je peux pas m'habiller, ni me doucher, ni me coucher toute seule par exemple, et donc j'ai besoin d'aide le matin et le soir. Quoi les premiers trucs que tu as fait dès que tu as récupéré de l'autonomie, dès que tu as... Je suis sortie de l'hôpital, j'ai fait des restos, des ciné avec des copines qui venaient me chercher, on allait à Montparnasse, on prenait le bus. Enfin vraiment un symbole un peu de liberté de sortir de l'hôpital et de faire des choses comme tout le monde en fait, de retrouver un peu une vie sociale. Est-ce que, en parlant de vie sociale, est-ce que t'as refait des nouvelles, t'as fait des rencontres amoureuses après ça ou pas forcément? Après ça, surtout en centre de rééducation, parce qu'en fait on est nombreux, il n'y avait pas beaucoup de filles, mine de rien, parce qu'il se trouve qu'il y a à peu près 75% des accidentés qui sont des hommes. Qui sont des hommes, Non mais c'est vrai, parce qu'en fait c'est vrai qu'ils font plus de choses un peu casse-cou. Même, il y a beaucoup d'accidents de moto, de voiture, et même de sport plutôt extrême. Donc il y a beaucoup plus d'hommes qui ont des accidents. Et ça s'est fait plutôt en rééducation. Et après, c'est un peu... T'as rencontré des mecs... Ouais, mais qui n'étaient pas aussi... pas dans ma situation. C'était, je sais pas, c'était des petits accidents, des ligaments croisés, casser une cheville, enfin c'était pas non plus... Incroyable. Et ils n'étaient pas en fauteuil non plus, quoi. Tu t'es senti comment vis-à-vis d'eux? Est-ce que t'étais gênée? Est-ce qu'il y avait j'étais pas du tout gênée, parce qu'en fait, il se trouve qu'ils m'avaient connue comme ça. Ils m'avaient toujours connue comme ça. Et moi, j'étais en phase vraiment de récupération, où j'arrivais à me lever toute seule, à faire plein de choses. Et au contraire, c'était hyper chouette, parce qu'on vivait plein de choses tous ensemble. On était une super bande, et on faisait plein de choses. Donc c'était hyper chouette. Mais après, c'est sûr que ta féminité en prend un coup, c'est ça, tu vois. Parce qu'un fauteuil, c'est pas glamour non plus. Et j'étais tellement torturée et omnibulée par mon corps avant l'accident. C'est-à-dire que j'avais eu beaucoup de troubles du comportement alimentaire, de crises de boulimie, etc. Et je faisais du sport à outrance justement pour compenser ça. Et mon but, c'était d'être le plus fit possible, de faire le plus de sport possible. Et c'était vraiment mon quotidien. Et du coup, du jour au lendemain, tout bascule. Et tu dois reconstruire cette image-là que tu as eu du mal à accepter. Donc, c'est pas toujours facile, mais bon. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, tu parles encore à des personnes que tu as rencontrées là-bas ou... Ouais, bien sûr. On est toute une bande que je vois régulièrement. Et c'est hyper chouette, en fait, de se dire que toutes ces personnes-là ont une vie comme tout le monde. Et qu'elles soient en fauteuil ou autre, elles ont pu travailler, avancer, avoir des enfants. Et c'est hyper chouette, c'est pas une fin en soi. Toi, tu t'en es sorti comment depuis? Est-ce que tu as pu peut-être fonder une famille? Non, c'est vrai que je me suis pas du tout concentrée là-dessus. Non, mais je sais pas. Non, mais tu fais bien de poser, parce que c'est un vrai sujet et c'est assez tabou, on n'en parle pas beaucoup. Mais handicap et amour sont évidemment compatibles. Mais c'est vrai que moi, je sais pas comment dire, c'est comme si je me sentais pas légitime à ça. En fait, je me positionne jamais en tant que séductrice, parce que c'est comme si... c'est un peu dur, mais c'est comme si on pouvait pas s'intéresser à moi. Et du coup, je me positionne jamais comme ça, quoi. Il y a un moment donné où tu reviens chez toi, j'imagine, peut-être? Ouais. Comment ça se passe, ça? Parce que c'est une bonne question. C'était il y a 5 ans. Au bout de 2 ans et 2 mois d'hôpital, je sors, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver un appartement adapté, parce qu'évidemment, à Paris, mon appart ne l'était pas. Oui, tu peux même pas rentrer dedans. Non, non, parce que évidemment, il y avait une marche, une porte hyper lourde, des marches pour accéder à l'ascenseur, donc c'était pas possible. Et même mon appartement en lui-même n'était pas du tout adapté. Quand tu dis pas adapté, c'est quoi un peu les trucs qui font pas du tout adapté, ça veut dire quoi? Déjà, pour pouvoir entrer dans l'appartement, dans tout ce qui est marche,
Et une fois qu'on est dans l'appartement, pouvoir quand même circuler, donc qui est des largeurs de porte assez grandes, qui est typiquement la salle de bain, que je puisse entrer dans la salle de bain, qui est une baignoire ou une douche à l'italienne pour pouvoir me doucher. Enfin, il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas quand on n'est pas concerné. Mais ça a été l'enfer pour trouver un appart. C'était quoi les trucs où tu t'es dit, que tu as remarqué, enfin les trucs où tu t'es dit genre, ah, c'est pas adapté, c'est dommage, ou est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis, ah putain, ça j'y aurais pas pensé, mais finalement, c'est quand même chiant maintenant que... Déjà, c'est pas moi qui ai fait les visites, c'était ma sœur, parce que moi j'étais en plein Covid. Ok. Et pile il y a 4 ans, 5 ans, donc c'était... Bon, on pouvait pas sortir, donc c'est elle qui faisait les visites. Et en fait, moi ce qui m'a frappée, c'est aussi le monde de l'immobilier qui est pas du tout sensibilisé à ça. Ouais. Parce que quand on demande des appartements accessibles, l'agent immobilier, ce qui me sortait, c'était oui, alors il y a juste 2 marches, mais après tout est accessible. Ouais, enfin bon, il faut pouvoir y aller quand même. C'est clair. Donc il y avait ça. Et en fait, ça va être des choses toutes simples, mais par exemple, quand tu vas dans la salle de bain, eh ben, il me faut de l'espace en fait, sous le lavabo pour pouvoir mettre mes jambes, pour pouvoir m'approcher. Pareil dans la cuisine. Il y a plein de petites choses comme ça. Mais donc j'ai eu du mal à trouver un appart et j'en ai trouvé un qui est très chouette, qui est accessible, donc ça veut dire que je peux rentrer et circuler, mais qui n'est pas adapté parce que justement les meubles de la salle de bain ou de la cuisine sont pleins, quoi. J'ai pas du tout de place. Mais c'était tellement dur de trouver un appart que je l'ai pris parce qu'il était quand même chouette, bien placé, et il fallait que je sorte de l'hôpital, quoi. Il fallait entrer dans la vraie vie, quoi. Il y a peut-être des points positifs que tu ressors de ça, où tu t'es dit, ça c'est quand même bien, ou... En fait, on parle du négatif, mais parce qu'on parlait de l'accident et c'est forcément des choses factuelles négatives, mais en vrai, moi je trouve énormément de points positifs aujourd'hui grâce à cet accident, parce qu'en fait, je me dis, est-ce que si j'avais pas eu cet accident, je serais pas revenue dans tous les travers que j'avais, que ce soit alimentaire ou de quête matérialiste dans laquelle j'étais. Et il se trouve qu'aujourd'hui, j'étais responsable commerciale en fait, dans une marque de joaillerie. Aujourd'hui, j'ai complètement redonné du sens à ma fonction aussi professionnelle, parce que tu vois, j'aurais jamais cru penser ça, mais aujourd'hui, je sensibilise au handicap sur les réseaux sociaux. J'interviens en entreprise sous forme de conférences dans des belles boîtes et notamment des maisons de luxe. Donc là, j'arrive à recouper avec mon ancienne industrie. Donc ça, c'est hyper chouette. J'anime un podcast aussi. Donc en fait, je fais plein de choses hyper chouettes et qui ont de l'impact. Et ça, c'est ce qui donne beaucoup de sens à mon quotidien. Et c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Donc pour moi, il y a pas mal, mine de rien, il y a beaucoup de positifs, quoi. Est-ce que tu as subi des moqueries parfois ou des moqueries, non, mais beaucoup de maladresse. Après, des maladresses, c'est pas forcément des choses méchantes, parce que je pense que les personnes ne sont pas encore bien éduquées et sensibilisées au handicap, donc ils essaient de s'adresser à la personne, mais ils savent pas trop comment faire. Donc c'est pas méchant, c'est pas malveillant. Mais alors moi, j'ai eu plein de choses. Quand je suis revenue dans mon quartier, des personnes qui me disaient que je connaissais pas, mais qui avaient l'habitude de me croiser. Oh là là, ma pauvre, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ok, bonjour, même pas bonjour, même pas, voilà. Moi, ça me dérange pas de parler d'accident, mais au moins qu'il y ait un contexte, que je connaisse la personne et que ce soit pas le chauffeur de taxi qui me demande ce qui m'est arrivé. Enfin, il faut qu'il y ait une relation qui s'installe quand même. Ça va être ah, t'es belle pour une fille en fauteuil. Sous-entendu, quelqu'un en fauteuil est forcément moche. Donc voilà. J'ai eu à ta place, moi je me serais tiré une balle. Voilà, enfin, plein de petites pépites comme ça. Et puis aussi, ce à quoi je fais face au quotidien, c'est toujours des bons courages. Quand on me dit, par exemple, je vais acheter le pain, on me dit pas merci madame, bonne journée. Non, c'est toujours bon courage. Pour te ramener inconsciemment à ta situation, oui, j'ai compris que le quotidien n'était pas facile, mais voilà, on me ramène tout le temps à ça. Mais voilà, après, moi, je le prends pas mal. Et je pense que je m'en sers aussi pour répondre aux gens et leur expliquer aussi comment se comporter, quoi.
C'est quoi ton moteur aujourd'hui? Ce qui te permet d'avancer, ce qui te permet de passer outre ça Outre ça, Enfin, si... j'ai pas envie de m'énerver en fait pour des petites choses. Aujourd'hui, mon quotidien, vraiment mon mot d'ordre, c'est le moins de contraintes possible, donc le moins d'énervement aussi possible, parce que je me dis que les gens sont pas méchants, c'est juste des maladresses, donc ça part pas d'un mauvais, c'est ça. D'un mauvais sentiment. Quoi. Parce que moi, j'étais pas mieux avant mon accident. Quand je voyais des gens en situation de handicap ou en fauteuil ou autre, je tournais la tête et voilà, donc je blâme pas. Quoi. Ouais. Est-ce que tu as senti des regards différents se porter sur toi? Est-ce que peut-être des gens que je sais pas, que tu côtoyais, t'ont arrêté de te côtoyer ou ont changé un peu? Ouais, alors en fait, il y a eu des personnes qui ont un peu fui, desquelles j'ai plus de nouvelles. Mais au contraire, j'ai eu des super bonnes révélations d'amis desquels j'étais pas forcément très proche, mais qui se sont révélés ultra présents depuis l'accident. Et aujourd'hui, côté regard, j'ai pas de regard malveillant. Enfin, même mes proches me disent que je suis exactement comme avant, côté personnalité, humour, etc. Donc ça n'a pas changé. Après, je trouve qu'on me perçoit plus comme forcément quelqu'un de... toujours j'ai l'impression d'être infantilisée très souvent. Je ne sais pas si c'est de par ma taille ou parce que, en fait, quand tu as quelqu'un qui est en situation de handicap, il y a toujours ces préjugés comme quoi la personne est plus fragile, plus vulnérable, bon, certes, mais pas forcément dans la personnalité. Et voilà, il y a toujours ces idées reçues qui persistent. Ouais. Donc un peu infantilisées, je trouve. Virginie, merci beaucoup. C'était hyper inspirant. Si vous avez vécu une histoire un peu traumatisante, choquante, bouleversante, même inspirante, peu importe, il y a un mail qui s'affiche juste ici. Vous pouvez envoyer un petit récap de votre histoire et je me ferai un plaisir de vous accueillir sur StoryCube. C'est la fin de cet épisode. C'est ciao.